Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le cours sur les pancréatites aiguës. Sur cette diapositive, je vous ai mis les principaux objectifs de ce cours-là. Donc il faudra savoir poser les diagnostics positifs, éliminer les diagnostics différentiels, évoquer les différentes étiologies, bien sûr reconnaître les signes de gravité et connaître les principes thérapeutiques pour la prise en charge d'une pancréatite aiguë. Donc pour traiter le sujet, on a adopté un plan classique comme on a l'habitude de faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pancréatite aiguë? Eh bien, c'est une inflammation aiguë du pancréas. Elle se caractérise par une autodigestion de la glande et elle constitue une urgence de réanimation. Les causes les plus fréquentes sont l'étiologie biliaire, suivie de la consommation d'alcool. On distingue d'emblée deux types de pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë œdémateuse, c'est 80% des pancréatites, généralement elle est de bon pronostic. Et puis la nécrotico-hémorragique, constituant en moyenne 20% des pancréatites et qui a un pronostic beaucoup plus péjoratif. Sur le plan épidémiologique, donc l'incidence varie de 15 à 70 cas par 100 000 habitants en fonction des régions et des pays. Sur le plan physiopathologique, en temps normal, le pancréas est une glande mixte, endocrine et exocrine. C'est le côté exocrine qui nous intéresse, puisque le sucre pancréatique est destiné à digérer les lipides et les protides. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est le trypsinogène qui va être transformé en trypsine au contact d'entérokinase duodénale au niveau de la lumière du tube digestif, cette trypsine va elle-même activer plusieurs autres enzymes qui vont intervenir dans la lipolyse et la protéolyse. Quand on a une pancréatite, il faut toujours un élément initiateur. Cet élément initiateur peut être la migration d'un calcul dans la lumière du canal de Wirsung, peut-être la consommation d'alcool, certains types de médicaments, il peut s'agir d'un reflux duodéno-pancréatique. De manière intriquée, ces éléments-là vont entraîner soit une augmentation de la pression intracanalaire dans le canal du Wirsung, soit un reflux de la bile, soit une action intracellulaire. Ces trois éléments vont entraîner une activation intrapancréatique du trypsinogène en trypsine. Et comme on l'a dit, cette trypsine va agir sur d'autres enzymes qui vont avoir un effet néfaste pour la glande pancréatique elle-même. Donc la trypsine va agir sur une multitude d'enzymes, notamment la phospholipase, l'élastase, la prothrombine, kallicréine, et tous ces éléments-là vont entraîner, chacun par leur action, soit une nécrose adipeuse, soit des hémorragies par érosion vasculaire, soit une hyperglycémie par nécrose des îlots de l'ingérence, soit par thrombose entraîner une ischémie, ou par une vasodilatation entraîner un exsudat. Tous ces éléments-là cumulés peuvent entraîner des lésions systémiques, notamment pulmonaires, rénales ou cardio-circulatoires. Sur le plan anatomopathologique, eh bien, les constatations macroscopiques et microscopiques vont être différentes selon qu'il s'agisse, oui ou non, d'une pancréatite aiguë œdémateuse ou d'une pancréatite nécrotico-hémorragique. Dans une pancréatite aiguë œdémateuse, on a surtout de l'œdème, de la tuméfaction, une turgescence, avec une nécrose graisseuse très limitée, mais sans atteinte parenchymateuse. Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'hémorragie. Sur le plan microscopique, les acinis et les structures ductulaires sont intactes, et il n'y a pas d'atteinte systémique. Contrairement à cela, dans la pancréatite nécrotico-hémorragique, eh bien, il y a de la cystostéatonécrose, avec parfois des exsudats péritonéaux hémorragiques, des foyers de nécrose et d'hémorragie dans la glande et des coulées de nécrose péripancréatique. Sur le plan microscopique, il y a de la destruction du tissu exocrine et endocrine du pancréas avec des lésions hémorragiques et du tissu pancréatique dévitalisé. Il survient généralement des complications qui sont de deux ordres, soit des complications locales, soit des complications systémiques. La survenue de complications définissent une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura une complication dans une pancréatite, c'est qu'elle n'est plus bénigne, elle est devenue nécrotico-hémorragique. Alors on a les complications locales qui sont de trois types, soit les pseudokystes qui sont des collections liquidiennes, ce qu'on appelle les faux kystes du pancréas, soit une surinfection des coulées de nécrose,
soit l'abcès pancréatique. Et puis on distingue les complications systémiques qui vont toucher les organes nobles, notamment par une baisse de la pression artérielle systolique, c'est une défaillance circulatoire et cardio-circulatoire, une baisse de la PaO2, c'est une atteinte de la fonction pulmonaire, une élévation de la créate témoignant d'une atteinte rénale, un GCS inférieur à 13 témoignant d'une atteinte neurologique, et puis l'atteinte de la fonction d'hémostase et l'existence d'hémorragie digestive. Donc tout ça c'est l'hémostase. L'hémorragie digestive au-delà de 500 ml par jour. Donc comment on fait le diagnostic positif d'une pancréatite? Eh bien, il y a 3 phases. Il y a la phase clinique, biologique et imagerie. Sur le plan clinique, l'interrogatoire devra chercher les facteurs étiologiques. On va voir tout à l'heure quelles sont les principales étiologies. Il devra aussi préciser les comorbidités du patient ou de la patiente et recueillir les principaux signes fonctionnels. Quels sont ces signes fonctionnels? Eh bien, la douleur abdominale est le chef de file des signes fonctionnels et elle est présente dans 95% des cas. Elle est généralement typique de siège épigastrique transfixiante, d'installation brutale avec une intensité importante et une position antalgique en chien de fusil. Les vomissements peuvent être présents dans 50% des cas et sont expliqués par l'iléus réflexe. Peut s'y associer un ictère, voire une dyspnée, trouble de conscience quand on a une atteinte pulmonaire, neurologique ou hépatique. L'examen physique est généralement pauvre, on parle de discordance entre les signes fonctionnels et les signes physiques. On peut trouver une fièvre, une tachycardie, une polypnée, mais sur le plan abdominal, généralement, on ne trouve rien du tout. Beaucoup plus rarement, dans les cas avancés, on peut trouver une défense hypogastrique ou une défense généralisée. On peut aussi trouver des signes de culène et de crête urinaire qui sont des ecchymoses siégeant au niveau de l'ombilic, au niveau des flancs. On peut trouver une distension abdominale en rapport avec un illus réflexe, et on peut trouver des patients qui se présentent dans un tableau d'état de choc ou un tableau confusionnel témoignant de la sévérité de leur pancréatite. Sur le plan biologique, eh bien la biologie permet 2 ou 3 choses. Elle permet d'abord de poser le diagnostic positif. Elle permet aussi d'évaluer la gravité et d'avoir une orientation étiologique parfois. Pour faire le diagnostic, eh bien c'est la lipasémie. La lipasémie doit être supérieure à 3 fois la normale. Cette lipasémie augmente précocement entre la 4e et la 8e heure et peut rester élevée jusqu'au 14e jour parfois. Elle a une sensibilité et une spécificité qui dépassent toutes les deux 94%. Ceci dit, il n'y a pas de corrélation entre le taux de lipasémie et la sévérité et la gravité de la pancréatite. N'oubliez pas, cette lipasémie peut être normale dans 10% des cas. À côté de la lipasémie, il y a la amylasémie. C'est une enzyme qui était utilisée jusqu'à récemment dans le diagnostic de la pancréatite, mais actuellement, il a été démontré qu'elle était peu spécifique et qu'elle pouvait prêter à confusion puisqu'elle peut augmenter dans d'autres situations que la pancréatite. On le verra dans le diagnostic différentiel. Il y a aussi le trypsinogène urinaire qui consiste à doser le trypsinogène dans les urines. Ce trypsinogène urinaire a une forte valeur prédictive négative à 99% des cas. Donc un trypsinogène urinaire négatif permet généralement d'éliminer le diagnostic de pancréatite aiguë. Autres éléments biologiques peuvent être utilisés et qui permettent d'apprécier la gravité et d'avoir une orientation étiologique. Je citerai la CRP qui peut être dosée à l'admission et à 48 heures. Quand elle dépasse à 48 heures 150 mg par litre, eh bien on sait qu'on est devant une forme sévère de pancréatite. La procalcitoline, elle, généralement témoigne d'existence d'un foyer d'infection. Quand elle est supérieure à 2,5, eh bien on peut suspecter une surinfection de foyer de nécrose. Qui dit surinfection de coulée de nécrose dit pancréatite aiguë, nécrotico-hémorragique. Et puis il y a l'hémogramme. On peut trouver une anémie. Cela se trouve, on le retrouve généralement dans les formes hémorragiques, voire dans les formes sévèrement inflammatoires. On peut trouver aussi une hyperleucocytose témoignant d'une suraffection. Et plus le taux de globules blancs est élevé, plus on est devant une forme sévère. On peut trouver aussi une baisse du taux de plaquettes qui, quand elle est inférieure à 80 000 éléments par mètre cube, constitue une forme sévère de la pancréatite. L'ionogramme peut mettre en évidence des troubles hydroélectrolytiques. On montre une hypocalémie, une hyponatrémie, une acidose métabolique. On peut trouver aussi en dosant l'uréale créatinémie une insuffisance rénale, d'installation récente ou chez les sujets déjà connus dialysés chronique. On peut trouver une hyperglycémie sévère, surtout dans les formes sévères. On peut demander un bilan lipidique et calcique
à la recherche d'une étiologie. On le verra tout à l'heure, l'hypercalcémie et l'hypertriglycéridémie constituent des étiologies de certaines pancréatites. On peut aussi doser le LDH, les enzymes hépatiques, pour apprécier la gravité et le retentissement sur la fonction hépatique. Et on peut demander un bilan de cholestase qui peut orienter vers l'origine lithiasique quand c'est le cas. Après la biologie, il y a le scanner, notamment la TDM abdominopelvienne avec et sans injection de produit de contraste. Ce scanner a une sensibilité et une spécificité assez élevée. Ceci dit, il ne doit pas être réalisé progressivement, mais à partir généralement de la 72e heure après le début de la douleur. Il faut faire attention bien sûr avec l'injection, chercher des allergies à l'iode et puis éliminer donc une insuffisance rénale chez les patients qu'on veut injecter. Le scanner généralement permet de faire le diagnostic positif chez des malades qui sont vus tardivement avec négativation de la lipasémie et aussi chez les patients qui se présentent dans un tableau d'état de choc avec une biologie négative. Quand on fait un scanner, on peut retrouver des coulées de nécrose avec un pancréas tuméfié et tout ça. Donc ça permet de faire le diagnostic rétrospectif d'une pancréatite vue très tardivement. Il permet aussi d'établir la sévérité de la pancréatite aiguë. On le verra par l'intermédiaire du score de Balthazar, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et ainsi, on apprécie l'étendue des lésions et leur nature sur le pancréas. On apprécie aussi les coulées de nécrose, le nombre, le siège, est-ce qu'elles sont surinfectées ou pas, en cherchant des lésions vasculaires ou viscérales associées. Il permet aussi d'avoir une orientation étiologique en montrant parfois des lithiases, voire des calcifications qui témoignent d'une pancréatite chronique avec des poussées aiguës. Le scanner aussi est utile à la surveillance des pancréatites aiguës et à leur évolution. Donc après le scanner, le premier scanner qu'on réalise généralement au-delà de 72 après le début de la douleur, on peut réaliser un scanner entre le J10 et J15 pour chercher une surinfection de coulées de nécrose quand elles existent, ou chercher des complications à type de compression, de fistule, d'hémorragie ou de thrombose. Il peut être aussi utilisé à des fins thérapeutiques dans le cadre de drainage scanoïdé, de collection ou d'abcès pancréatique. À côté du scanner, on peut avoir recours à l'échographie abdominale, à but étiologique en montrant une lithèse vésiculaire radiotransparente ou dans le but d'une surveillance d'abcès de foie qui de coulée de nécrose. L'IRM peut être utilisé aussi. Elle a une meilleure sensibilité et spécificité que le scanner. Il garde des situations particulières, surtout quand on a des contre-indications à l'injection. Et aussi chez la femme enceinte, donc pour éviter les effets des radiations. Elle a un triple intérêt diagnostique, appréciation de la gravité, et un intérêt dans la recherche de l'étiologie. La radiographie pulmonaire trouve sa place chez les malades, surtout hospitalisés en réanimation, qu'on ne peut pas trop déplacer. Elle permet de mettre en évidence l'existence d'un épanchement qui peut être uni ou bilatéral. Elle peut mettre en évidence aussi l'existence d'un OAP, donc un œdème aigu du poumon, qui généralement est d'origine lésionnelle dans les pancréatites aiguës. L'écho-endoscopie, quant à elle, elle présente une forte sensibilité et spécificité qui avoisine les 100% pour le diagnostic étiologique, notamment biliaire. Elle garde aussi un intérêt thérapeutique puisqu'elle permettra de faire un drainage endodigestif des focis de pancréas. On le verra tout à l'heure dans la prise en charge thérapeutique. Donc une fois on a fait le diagnostic positif, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic de gravité. Pourquoi faire un diagnostic de gravité? Eh bien pour une bonne orientation initiale des patients et pour une surveillance adaptée. C'est-à-dire que les patients les plus graves devront être hospitalisés immédiatement en unité de soins intensifs. Les moins graves peuvent être gérés dans un service froid, c'est-à-dire un service de chirurgie ou de gastroentérologie, et s'ils s'aggravent, seront par la suite transférés en unité de soins intensifs. Donc certains facteurs ont été jugés facteurs prédictifs de morbidité et de mortalité. Donc dans la littérature, on trouve certains facteurs indépendants, puisqu'on va voir que cette gravité est appréciée à travers des scores. On va avoir des scores clinico-biologiques et des scores radiologiques. Mais les facteurs que je cite ici, ils sont indépendamment prédictifs de morbidité et de mortalité. Une pancréatite qui survient chez un patient âgé de plus de 80 ans, chez un patient obèse avec un BMI au-delà de 30 kg par mètre carré, ou chez des patients qui ont des mobilités rénalo-respiratoires, ont plus de chances d'avoir un taux de mortalité et de morbidité très élevé. Maintenant, quels sont les scores clinico-biologiques et radiologiques les plus utilisés? Eh bien, sachez que pour les scores clinico-biologiques, jusqu'à récemment, on utilisait beaucoup le score de Ranson ou le score d'Imri.
mais qu'actuellement, ces deux scores clinico-biologiques ont été remplacés par le critère d'Atlanta qu'on va voir tout à l'heure. À côté de ce score clinico-biologique, il y a un score radiologique. Donc le score radiologique, c'est le score de Balthazar, qui va permettre d'apprécier l'aspect du pancréas et l'existence ou non des coulées de nécrose. Et pour chaque stade, on va avoir des points qui sont attribués. Au final, on va cumuler le nombre de points constatés sur le tissu pancréatique, sur les coulées de nécrose, pour avoir un score. Et en fonction du score, on pourra déduire le risque de mortalité et le risque de pancréatite sévère. Quand on a un score entre 0 et 3, c'est 3% de mortalité avec 8% de pancréatite sévère. Quand on a un score entre 4 et 6, c'est un risque de mortalité de 6% avec un risque de pancréatite sévère de 35%. Et quand on a un score entre 7 et 10, eh bien c'est un risque de 17% de mortalité et de 92% de pancréatite sévère. Donc à côté du score de Balthazar, il y a la classification des pancréatites aiguës, c'est le score d'Atlanta. Le score d'Atlanta a été écrit pour la première fois en 1992, puis il a été révisé en 2012. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce score d'Atlanta? Eh bien, le score d'Atlanta va définir trois types de pancréatite aiguë. La mild, c'est-à-dire la légère, la modérée à sévère, et puis la sévère. La légère se définit par l'absence de complications locales et de défaillance d'organes. La modérée à sévère se définit par l'existence d'une complication locale, plus ou moins une défaillance transitoire d'un organe qui ne dure pas au-delà de 48 heures. Et puis, la grave, c'est une pancréatite qui se caractérise par l'existence d'une défaillance d'organes qui dépasse les 48 heures. Alors, comment définir une défaillance d'organes et une complication locale? Vous l'avez sur le tableau à côté. Une défaillance d'organes, c'est l'existence d'un tableau d'état de choc, d'une détresse respiratoire, d'une défaillance rénale ou d'une hémorragie digestive au-delà de 500 ml par 24 heures. Quant à la complication locale, eh bien, il y a trois éléments: une nécrose pancréatique au-delà de 30%, un abcès pancréatique ou l'existence d'un faux kyste du pancréas. Donc souvenez-vous bien, l'appréciation de la gravité d'une pancréatite aiguë passe par deux scores essentiellement. Un score clinico-biologique qui est le score d'Atlanta et un score radiologique qui est le score de Balthazar. Quels sont les diagnostics différentiels à éliminer lorsqu'on suspecte une pancréatite? Eh bien, sur le plan clinique, quand on a cette douleur abdominale, on a une multitude de diagnostics à éliminer, notamment une crise ulcéreuse, une colique néphrétique, une colique hépatique, un infarctus du myocarde, un infarctus entéro-mésentérique. Quand on a une forme avec ilus réflexe et des vomissements, il y a toutes les occlusions qu'il faudra éliminer. Douleur abdominale plus vomissement, ça évoque aussi un tableau d'occlusion, donc il faut éliminer toutes les autres causes d'occlusion que vous connaissez. Et puis quand on reçoit parfois des malades en état de choc, eh bien, il faut éliminer les autres étiologies de choc, notamment un choc septique, un choc cardiogénique ou hémorragique. Sur le plan biologique, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, l'amylasémie n'est plus d'actualité pour le diagnostic positif des pancréatites. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver une hyperamylasémie dans d'autres situations, notamment en cas d'ulcère, d'appendicite, de cholécystite, de grossesse extra-utérine, de chirurgie cardiaque, chez les hémodialysés chroniques. Et donc, devant une hyperamylasémie, pensez aux autres étiologies, ne pas retenir d'emblée la pancréatite ou demander d'emblée une lépasémie, c'est plus sûr et c'est plus fiable. Une fois on a établi une médiation différentielle, il faut chercher l'étiologie. La principale étiologie partout dans le monde, c'est l'étiologie lithiasique. On en a parlé dans le cours sur les cholécystites, les angiocolites. Vous connaissez maintenant les caractéristiques cliniques, biologiques, cardiologiques de la lithiase biliaire et de ses formes compliquées. Après l'étiologie lithiasique vient l'étiologie alcoolique. Ça constitue 25-35% des cas. Elle est dose dépendante. Et la pancréatite se manifeste surtout par des épisodes répétés de pancréatite aiguë sur un fond de pancréatite chronique. Dans ces cas, il faudra chercher une notion de consommation d'alcool. Et sur le scanner, on peut être orienté par la présence de calcification au niveau pancréatique. À côté de l'étiologie alcoolique, il y a toutes les tumeurs du pancréas, notamment les TIPMP, les adénocarcinomes du pancréas, les empylomes pancréatiques. Il ne faut pas oublier les étiologies métaboliques. On l'a vu tout à l'heure en biologie. Il faut demander un bilan lipidique, un bilan calcique. Une hypertriglycéridémie ou une hypercalcémie peuvent orienter vers une étiologie pour les pancréatites aiguës. Il y a aussi les étiologies infectieuses qui peuvent être d'ordre viral, bactérienne ou parasitaire. Il y a aussi les étiologies iatrogènes, c'est-à-dire post
instrumentale ou post-chirurgicale. Elles peuvent être découvert d'une cholestectomie, d'une chirurgie du pancréas ou de transplantation, post-CPRE, ou suite à la consommation de certains médicaments. La liste est non exhaustive et très vaste. Il y a plus de 250 médicaments qui peuvent entraîner des crises de pancréatite aiguë. Il y a aussi certaines étiologies, notamment auto-immunes, post-traumatiques, dans certaines pathologies particulières comme la mucoviscidose ou le pancréas annulaire. Alors, comment évoluent ces pancréatites et quelles sont leurs principales complications? Généralement, la pancréatite aiguë bénigne évolue favorablement, la douleur disparaît en quelques jours, il n'y a pas de complications, on l'a dit, et la récidive est possible si on n'a pas traité l'étiologie. Pour les pancréatites aiguës graves, le pronostic est plus péjoratif. Il y a un risque de complications et de décès. Les complications, on les a vues, elles peuvent être d'ordre soit général, soit local. Pour les complications générales, elles peuvent se manifester sous forme de défaillance d'un ou de plusieurs organes, c'est la défaillance multiviscérale, sous forme d'un syndrome SDRA ou sous forme d'une insuffisance rénale aiguë. Pour les complications locales, elles peuvent se manifester soit sous forme d'infection de coulée de nécrose, 30 à 40% des pancréatites aiguës graves, soit sous forme de focus du pancréas, ça touche 5 à 15% des pancréatites aiguës graves, soit sous forme de complications vasculaires à type de thrombose ou d'hémorragie, soit sous forme de sténose, soit duodénale, soit colique, soit sous forme de syndrome du compartiment abdominal avec augmentation de la pression intra-abdominale, ce qui va altérer la perfusion des organes et donc peut-être entraîner une ischémie d'autres organes intra-abdominaux. Il y a d'autres types de complications, notamment cutanées, on les a vues, syndrome de Grey-Turner, les signes de Cullen, des complications neurologiques, voire la perforation d'organes creux. Alors, comment prendre en charge une pancréatite aiguë? Eh bien, la prise en charge est multidisciplinaire et multifactorielle. Il faut savoir que le but est de d'abord traiter les symptômes. C'est quoi les symptômes? C'est la douleur. Donc, il ne faut pas oublier de traiter la douleur. Il faut traiter aussi les complications et, si possible, éviter la récidive. Comment? Eh bien, en traitant l'étiologie à chaque fois que cela est possible. Nous disposons de plusieurs moyens. Il y a le traitement médical, il y aura le traitement instrumental et le traitement chirurgical. Pour ce qui est du traitement médical, eh bien, il faudra toujours commencer par monitorer le patient pour voir l'évolution de ses constantes et pouvoir agir à temps à chaque fois qu'on note une aggravation des conditions physiologiques. On peut avoir recours à un remplissage avec correction hydroélectrolytique chaque fois qu'on aura des troubles électrolytiques. On peut avoir recours à l'oxygénothérapie et ventilation artificielle si nécessaire. L'analgésie, je vous l'ai dit, usage de morphinique, bien sûr en évitant les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Quand on a des vomissements, on peut mettre le tube digestif au repos, en arrêtant l'alimentation et en mettant en place une sonde nasogastrique. Et si on fait ça, il ne faut pas oublier une nutrition, soit entérale, soit pas entérale. L'antibiothérapie ne peut jamais être prescrite à titre préventif dans la pancréatite aiguë, elle n'a pas de place. Elle est uniquement prescrite à titre curatif, après prélèvement et antibiogramme si on arrive à identifier le germe, ou probabiliste en attendant de l'identifier. Quand est-ce qu'on le fait? Eh bien, quand on a des infections urinaires ou pulmonaires associées, ou quand on a ce qu'on appelle une surinfection découlée de nécrose. Les antisécrétoires sont toujours prescrits pour prévenir l'ulcère de stress. Quant à la somatostatine, eh bien, elle n'a pas fait preuve de son efficacité dans le cadre de pancréatite aiguë. On peut avoir recours à l'usage des drogues vasoactifs, adrénaline, noradrénaline quand on a une défaillance cardio-circulatoire, et on peut avoir recours à l'épuration extra-rénale quand on a une insuffisance rénale d'installation aiguë nécessitant donc une dialyse. Le traitement instrumental, eh bien, plusieurs volets peuvent être décrits. On a ce qu'on appelle le drainage écho-scannoguidé découlé des abcès péri-pancréatiques. On peut avoir recours à la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, surtout quand on a un calcul enclavé, et cela dans les 48 heures faisant suite à l'hospitalisation du patient. Mais attention, une CPRE peut aggraver la pancréatite. On peut avoir recours à une artériographie avec embolisation quand on a donc des hémorragies actives. Et on peut avoir recours à l'échondoscopie, surtout dans les formes avec collection pancréatique, focus du pancréas ou sur infection de coulée de nécrose, soit pour drainage antidigestif en cas de pseudokyste. Pour ce qui est de la chirurgie, il n'y a pas de chirurgie de résection pancréatite dans la chirurgie de la pancréatite aiguë. Il y a différents gestes qu'on peut faire. Et, le principal geste est ce qu'on appelle la nécrosectomie chirurgicale. C'est quoi une nécrosectomie chirurgicale? C'est l'ablation chirurgicale de la nécrose avec lavage
abondant de la zone qui a été donc enlevée. Elle peut se faire soit par voie abdominale, soit par voie rétropéritonéale, soit par voie ouverte ou par célioscopie. Au cours de ce geste-là, il ne faudra surtout pas oublier de faire un prélèvement bactériologique pour guider un éventuel traitement antibiotique avec antibiogramme. Quand on aura fini de réaliser notre nécrosectomie, il faudra réaliser un drainage large avec possibilité de lavage de la cavité résiduelle, parce qu'il y a un risque important de fistule. On peut associer à notre geste de nécrosectomie soit une cholecystectomie quand l'étiologie est biliaire, soit une résection colique, surtout quand on a donc, une fistule colique, voire une érosion de la paroi colique, ou une jéjunostomie d'alimentation quand on ne prévoit pas d'alimenter le patient précocement. À côté de la nécrosectomie chirurgicale, on peut avoir d'autres types de chirurgie. Il y a ce qu'on appelle la dérivation ou les dérivations kystodigestifs. Elles sont destinées à traiter le foetus du pancréas. On distingue les dérivations kystogastriques ou les dérivations kystogéjunales sur son Y ou en oméga. Il y a aussi ce qu'on appelle la laparostomie par système de drainage aspiratif. C'est quoi une laparostomie? C'est l'ouverture de la paroi abdominale qu'on va laisser ouverte, qu'on va recouvrir par système de drainage pour diminuer la pression intra-abdominale. Pourquoi diminuer la pression intra-abdominale? Parce que quand on a une augmentation importante de la pression intra-abdominale, on a un risque important d'hypoperfusion tissulaire, donc risque de nécrose des organes intra-abdominaux. On peut avoir aussi recours à une dérivation gastro-jéjunale ou à une chirurgie de résection colique. On l'a vu tout à l'heure, il y a un risque de sténose colique, voire de perforation colique. Alors, pour parler des indications, eh bien, en gros, et de manière très schématique et très didactique, sans rentrer dans les détails. Pour ce qui est des pancréatites aiguës bénignes, il faut instaurer un traitement médical avec hospitalisation et surveillance dans un service froid, c'est-à-dire soit le service de chirurgie, soit le service de gastroentérologie. Et à la moindre aggravation, on pourra transférer le patient pour une prise en charge dans une unité de soins intensifs. Par contre, pour les pancréatites aiguës graves, l'hospitalisation se fait d'emblée en unité de soins intensifs avec un traitement médical et une surveillance étroite. Quand on est devant une pancréatite aiguë grave sur lithiase, eh bien on peut proposer une sphinctérotomie endoscopique dans les 48 premières heures suivant l'hospitalisation. Pour ce qui est des complications, eh bien, sachez que quand on a par exemple des infections de coulée de nécrose, on peut proposer un drainage radiologique avec antibiothérapie. Quand ce n'est pas possible ou quand ce n'est pas suffisant, on peut proposer une nécrosectomie chirurgicale. Quand on est devant des foetus du pancréas, on peut proposer en premier un drainage endoscopique par écho-endoscopie. Quand il y a échec ou quand ce n'est pas possible, on propose la chirurgie en respectant ce qu'on appelle la règle des 6, c'est-à-dire qu'on ne va opérer que les patients qui présentent des foetus avec une taille supérieure ou égale à 6 cm et après 6 semaines après l'épisode aigu de la pancréatite aiguë. Devant une hémorragie, il faut avoir recours à une artériographie avec embolisation ou une chirurgie quand celle-ci n'est pas disponible ou après échec de celle-ci. Quand on est devant une perforation d'organes, c'est la chirurgie. Quand on est devant une sténose, c'est aussi la chirurgie. Soit une gastroentérostase devant une sténose duodénale ou une résection quand on est devant une sténose colique. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, quand on a un syndrome de compartiment abdominal, c'est-à-dire une augmentation de la pression intra-abdominale, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une laparostomie. Donc ça, c'était les indications de manière très schématique, sans entrer dans les détails, parce que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il faudra discuter malade par malade en fonction des données biologiques, radiologiques, du terrain et puis du plateau technique disponible pour la prise en charge des patients. En conclusion, retenez qu'il y a deux profils évolutifs de la pancréatite aiguë. Il y a la pancréatite aiguë bénigne qui est le bon pronostic et la pancréatite aiguë grave qui est le pronostic péjoratif. La pancréatite aiguë est d'abord une urgence de réanimation. Il faut savoir que dans la phase précoce de ces pancréatites aiguës, il vaut mieux éviter la chirurgie qui va rester réservée aux formes compliquées. Je vous remercie.